Bonjour à tous les amis, tout d'abord joyeux Noël car aujourd'hui on est Noël. Et aujourd'hui on va parler d'une série que je viens tout juste de terminer hier et qui franchement est un très très beau cadeau de Noël, hein, vraiment une série en or. Alors je vais parler de Alice in Borderland. Alors je sais pas si je le prononce bien mais voilà. C'est une série TV qui est adaptée d'un manga du même nom. Du coup je connais pas du tout le manga, j'ai vu que la série TV. Donc elle est sur Netflix, elle a été diffusée le 10 décembre 2020 pour la première saison, la deuxième saison a été diffusée le 22 décembre 2022. Donc c'est-à-dire très récemment, quoi, voilà, c'est assez récent. Et je pense pas qu'il y aura de saison 3 parce que pour moi la saison 2 a conclu vraiment toute la série. Enfin, en tout cas toutes les intrigues importantes et intéressantes ont été révélées, après je vois pas l'intérêt de faire une saison 3, à la rigueur un petit spin-off, pourquoi pas, pour savoir ce que deviennent les personnages, mais bon voilà. Donc c'est une série de science-fiction drama. Les deux acteurs principaux de cette série, alors j'ai perdu le nom en Jap, enfin en Jap c'est Kento Yamazaki et Tao Tsushiya. Alors c'est interprété par Adrien Larmande en français et Flora Caprianal en français aussi pour les deux acteurs principaux, qui sont du coup Ryohei Harisu et Yusua Usagi. Alors Usagi, elle arrive un peu au milieu de la série de la saison 1, donc bon, acteur principal, ok, mais bon, elle arrive un peu tard. Alors Karisu, c'est celui-là qu'on va suivre depuis le début. Donc de quoi parle l'histoire? Et pour le coup, ça ressemble beaucoup à Squid Game, mais beaucoup plus développé. Alors beaucoup le comparent à Squid Game, mais pour moi, Squid Game c'est plus grand public. Alors que là, Alice in Borderland, ça va vraiment parler de sujets beaucoup plus profonds. Toujours un peu la Squid Game, mais beaucoup plus poussé, quoi. Et la différence, ouais, c'est ça. D'ailleurs, on n'a toujours pas de saison 2 pour Squid Game, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc pourquoi ce titre-là? Ça fait référence forcément à Alice au Pays des Merveilles. Sauf que là, du coup, c'est pas vraiment au Pays des Merveilles, mais plutôt au Pays de l'Enfer ou autre, hein, selon les points de vue des personnages, mais on va y revenir. Donc au début, ils sont dans une ville normale. Harisu discute avec ses copains, alors qu'ils sont Shuntaro. Non, excusez-moi. J'ai écrit les noms, excusez-moi, parce que c'est très dur à retenir. Segeya Shoto et Datsushi Karube, ouais, un truc comme ça. Karube et Shoto, on va dire ça comme ça, c'est plus simple. Donc c'est les deux meilleurs amis de Harisu du coup, et c'est un peu des geeks qui n'ont pas trop de vie, enfin, surtout Harisu, mais bref, c'est un peu des kikus, si on peut appeler ça comme ça, quoi. Et du coup, ces trois meilleurs amis-là, au début de la série, son ami Karube, je crois, ou Shoto, je sais plus lequel des deux, il dit si un jour une catastrophe devait arriver, tu serais le seul à survivre et tout ça, et c'est très important pour la suite. Parce que du coup, ça va être un peu ce qui va se passer vers la fin. Donc ils discutent tout ça tranquillement dans la rue, etc. Et puis à bout d'un moment, ils vont se rendre compte que Tokyo a changé. Ça va complètement changer. Je sais plus si c'est à Tokyo ou Shibuya que ça se passe l'histoire principale. Il me semble que c'est à Shibuya. Bref, ça va complètement changer. Ils vont sentir qu'ils sortent dans un autre monde. Au début, ils ne le savent pas trop. Et ils vont participer du coup à une série de jeux dont le Game Over est mortel. Alors c'est des séries de jeux très diverses et variées. Hein. Et du coup quand ils remportent un jeu, ils augmentent leurs points de ce qu'ils appellent leur visa. Leur visa c'est le nombre de jours où ils peuvent rester en vie parce qu'une fois passé, il y a un laser qui leur transperce le crâne du coup. Ce qui les oblige à pousser à faire le jeu du coup ou à mourir au choix. Donc jusqu'à là vous allez me dire c'est pas très différent d'un Squid Game, c'est vrai. Surtout pour la saison 1 où ça va être beaucoup, on fait des jeux et voilà. Après il y a toujours l'intrigue principale qui est est-ce qu'on peut retourner dans notre vrai monde, est-ce qu'on va pouvoir... qu'est-ce qui se passe si on finit le jeu? Il y a plein de questions comme ça. Et aussi est-ce que c'était bien d'être dans le vrai monde ou pas? C'est surtout ça le sujet principal qui va être intéressant et beaucoup développé dans la saison 2 plus que dans la saison 1 car la saison 1 c'est vraiment l'introduction, la présentation des personnages tels que... Shuntaro Shishiya, Tata Kodai, Bushaya Ater qui est le chapelier à la fin de la saison 1 quasiment.
Sage Hashoto, c'est les ennemis d'Arisu. Aguni qui fait partie des meilleurs amis du Chapelier et qu'au début on prend pour un méchant et qui va finir entre guillemets en héros à la fin. Il y a aussi Anne et Niragi. Ah, comment s'appelle aussi l'autre là? Parce que ça parle aussi de plusieurs genres de personnes. Hein. Moi je pense que Shishiya c'est mon préféré parce que c'est le mec blond que vous voyez dans la série. Parce qu'il a un air cool, décontracté, sûr de lui, très joueur et un peu mystérieux parce qu'on sait pas au final ce qu'il veut. Et au début, quand je regardais la série, je pensais vraiment que c'était lui le maître du jeu, etc. Car c'est aussi la question qu'on se pose dans la série, qui est le maître du jeu, qui dirige tout ce bordel. Mais en fait non, c'est pas le maître du jeu, c'est un joueur comme les autres, mais qui avait une confiance plus ou moins absolue en lui. Et qui pensait tout par les jeux, qui était pas très émotionnel. Enfin, en tout cas dans la saison 1, parce qu'en saison 2, c'est vraiment le développement des personnages par la suite. Bon, c'est pour ça que je parlerai plus de la saison 2 dans cette vidéo et pas trop de la saison 1, car la saison 1 c'est vraiment l'introduction à tous les niveaux, que ce soit des jeux, des personnages, des enjeux, etc. La saison 1 elle se déroule en deux parties. La première, Arisu fait une série de jeux où il voit d'ailleurs ses meilleurs amis mourir. Je pense que c'était un set de cartes, un truc comme ça, je sais plus. Parce que ça se passe aussi sur un jeu de cartes en fait. Et le but c'est de rassembler toutes les cartes, ça c'est le but de la saison 1 surtout. Ils vont le découvrir vers la fin, il faut rassembler toutes les cartes pour terminer le jeu. Et chaque jeu qu'ils font, ils gagnent une carte. Et lorsque toutes les cartes sont réunies, en tout cas les principales, avant de passer à l'arène, le valet, tout ça, et ben là ils peuvent commencer la deuxième partie du jeu qui se déroule d'ailleurs dans la saison 2. Et la saison 2 du coup ça va être ça, ça va être de buter la reine, le roi, le valet et tout ça quoi. Qui sont d'un niveau supérieur, que ce soit en termes de développement ou de jeu d'ailleurs. Et ça on en parle après. Donc voilà, la saison 1 elle se déroule en deux parties. La première partie où on fait des jeux, il voit ses amis massacrés, il prend conscience que voilà, ça rigole pas. Et la deuxième partie, c'est là où il va rencontrer Uzanagi quand il est sur le point de crever, qu'il veut se laisser mourir parce que ses amis sont sacrifiés pour lui, ça lui a fait très de peine et tout ça. D'ailleurs, ça nous a beaucoup choqué à nous aussi qui regardons la série parce qu'on se dit putain, ses meilleurs amis crèvent dès le début comme ça, on fait putain, c'est chaud quoi, quand même. Donc les gars perdent toute la volonté de vivre, etc. Mais Uzanagi, qui va être l'actrice principale de la série, du coup, avec Arisu, va la remettre sur pied et puis ils vont faire d'autres jeux. Et c'est là ils vont découvrir un endroit qui s'appelle la plage, avec le Chapelier là-bas, qui du coup est un groupe qui vont essayer de terminer le jeu en rassemblant le plus de cartes possible, et ceux qui détiennent le plus gros paquet de cartes d'ailleurs. D'ailleurs, Arisu est très connu là-bas, vu comme il a fait un set de cœur, je crois, si je dis pas de conneries. Celui-là où du coup on doit trahir entre guillemets ses amis pour réussir le jeu. Ça a beaucoup choqué les gens, et il va être vu comme quelqu'un de très intelligent. De toute façon c'est quelqu'un de très très intelligent, Arisu, parce que dès le début, surtout le premier jeu... Alors le premier jeu ils sont dans un immeuble où ils doivent trouver la bonne porte à chaque fois pour sortir. Et voilà, si c'est pas la bonne porte, bah, ils se font cramer, tuer, etc. Voilà. Donc le premier jeu il commence fort. Alors si c'est le premier, je me rappelle plus qu'il y aura tellement de jeux là-dedans que voilà. D'ailleurs, dans la saison 2, vers la fin de la saison 2, on qui prend un peu les jeux parce que on a vu le principal et c'est plus trop le délire en fait, voilà. Ça fait presque penser à Saw d'ailleurs, à certains jeux, hein, parce que on se souvient de certaines scènes de la saison 2, ça fait presque penser à Saw. Mais bref, pour en finir sur la saison 1, du coup ça finit avec... oui, je spoilerai beaucoup dans cette vidéo, franchement j'ai pas envie de faire une vidéo spoil et non spoil, hein, j'ai pas envie. C'est de la perte de temps pour rien. Donc du coup, oui, à la fin de la saison 1, ils rassemblent toutes les cartes et puis ils voient du coup la fameuse Mirakano qui a l'air d'être la créatrice de tout ce bordel. En tout cas, ça sera l'antagoniste final de Alice in Borderland. Et c'est du coup la reine, la dernière à abattre. Très jolie et un peu d'ailleurs trop joyeuse pour un jeu de mort et de vie. Et voilà, bref. Donc après beaucoup de morts et tout ça, à la saison 1, il rassemble les cartes principales, et puis dans la saison 2, ouais, il commence à rentrer dans le vrai vif du sujet, quoi. Donc une fois qu'on commence la saison 2, et bah, on reprend direct sur une scène où on voit Arisu qui est en train de geeker, donc on se dit, ça c'était un flashback du monde réel, on se dit, en tout cas c'était à ce moment-là.
D'ailleurs, oui, j'ai pas parlé de ça, mais les OST de Alice in Borderland sont vraiment magnifiques. Alors, pas aussi magnifiques qu'Anier Automata ou d'autres séries de ce genre-là, mais très magnifiques en tout cas pour les scènes où ça a besoin d'être impactant. Je pense d'ailleurs à 4 titres que j'ai bien aimé particulièrement, c'est The Looking Glass, Accident Chaos, Eternity of Reality et Game Master. Ça, Game Master, ça reprend vraiment le titre de la série TV, quoi, complètement. Donc dans la saison 2, ils affrontent du coup les derniers boss à abattre. Donc c'est la première fois d'ailleurs en saison 2 qu'ils commencent un jeu et qu'ils le terminent plus ou moins qu'à la fin. Et qu'entre temps ils font d'autres jeux. Parce que au début ils doivent abattre le King. Alors c'est le seul jeu d'ailleurs où on n'explique pas les règles, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs. Mais voilà, le but du jeu c'est d'abattre le King. Et il porte vraiment son nom parce qu'il est increvable ce mec, ils se sont mis à plusieurs vers la fin pour le buter, mais au début ils l'ont carrément fui parce qu'il était trop fort, hein, trop balèze. Il a quasiment niqué toute la plage à lui toute seule. Et ça c'est vachement balèze. Donc après Harisu va faire un autre jeu. D'ailleurs les héros principaux se dispersent, se regroupent très souvent d'ailleurs dans cette saison 2 là. Ils restent pas souvent ensemble, enfin un peu comme dans la une j'ai envie de dire, hein, c'est vraiment ça vient, ça sort, etc. C'est des alliances à droite à gauche. Et oui, du coup, je sais plus si c'est le valet qu'ils vont affronter après. Il me semble que c'est lui. Ou Trêve, on sait rien, bref. Ils vont affronter un des cadres du jeu, du coup. Qui est d'ailleurs hyper stylé. Je me rappelle plus de son nom, si c'est. Ah, je me rappelle plus de son nom, mais il est ultra stylé. Et c'est le premier antagoniste où on voit qu'il y a vraiment un vrai développement. Qui. D'ailleurs, Harisu lui pose plein de questions au début, qui a créé le jeu et tout ça. Ouais, surtout que je comporte dans le monde réel et tout ça. Et tout au long de cette deuxième saison, les gens vont lui répondre que tu verras ça à la fin du jeu, une fois que tu l'auras accompli. Mais on apprend en tout cas que du coup ils sont citoyens de ce monde-là. Donc citoyens de ce monde-là, en fait, eh ben, ça veut dire comme Harisu l'a deviné en fait dès le début que une fois que tu termines le jeu, eh ben, tu as le choix entre rester citoyen ici et retourner dans le monde réel. Donc c'est ça les citoyens de ce monde-là, en fait, c'est des anciens joueurs qui ont gagné leur partie dans ce monde-là et qui du coup ont choisi d'être les cadres de ce monde-là parce que ça les intéressait en fait, tout simplement. Parce qu'ils trouvaient la vie certainement plus excitante, quoi. Et du coup, suite à leur jeu qui se passe, alors du coup le jeu auquel ils jouent, c'est dans un port où ils doivent trouver des caisses qui rapportent des points. Ou alors se toucher entre eux pour apporter des points, etc. Et d'ailleurs, c'est la première fois où on voit Harisu qui stresse énormément pour un jeu, qui ne se sent pas capable de le gagner et tout ça, qui même à un moment donné est prêt à s'avouer vaincu, carrément. Parce que le mec le surclasse en tout point et tout. Je sais plus s'il s'appelle Kyoma, le mec en question, là. Mais en tout cas, il est ultra charismatique et stylé. Là, il est un peu à poil, c'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas, hein. On va dire c'est un monde à part aussi. Mais suite à la victoire d'Harisu, ils ont eu une discussion assez intéressante du coup. Et du coup, il se fait transpercer par le laser et Harisu continue sa route avec les autres. Alors, il revoit Guni après, je crois, et d'autres personnes. Pendant ce temps-là, Uzanagi commence à remettre le jeu un peu en question, à se dire est-ce que c'est pas plus mal finalement qu'on reste ici et qu'on retourne pas dans le monde réel parce qu'il n'y a rien qui les attend dans le monde réel. C'est une thématique que j'ai bien aimée d'ailleurs et c'est un peu celle de Squid Game aussi. Enfin, après, c'est Squid Game, c'est pas la même chose, ça se passe dans le même monde à chaque fois, donc voilà. Mais il y a cette thématique d'argent, de toujours. Parce que l'argent, en fait, c'est l'équivalent des visas dans Alice in Borderland en fait. T'as pas d'argent dans l'autre monde, tu crèves, et bah là dans Alice in Borderland, c'est un peu pareil, t'as pas terminé un jeu, bah tu crèves aussi. Après voilà, la seule différence c'est qu'il faut faire des jeux, et là il faut gagner sa vie de l'argent dans mon réel, donc c'est pas pareil, mais c'est un peu le principe qu'on nous explique. Et que, ouais, c'est Kyoba encore une fois qui revient dessus, ce qui est bien c'est qu'il dit qu'au moins dans ces vrais jeux là, on voit la vraie personnalité des gens, comme leur vie est menacée. Bah là on voit le vrai visage des gens quoi. Et c'est ce qui explique que du coup je vais l'appeler Kyoma parce que je sais plus si ça s'appelle comme ça ou pas. Que c'est ce qui est intéressant dans ces jeux là et pourquoi il a voulu faire ça aussi parce qu'il voulait voir que des vraies personnalités quoi, pas un monde hypocrite.
Et là, c'est vrai qu'on voit le vrai visage des gens, on vit les choses à fond, comme on l'aurait peut-être jamais vécu dans la vie réelle, qui est un peu rond-plan-plan. C'est toujours boulot, métro, dodo dans la vie réelle. Et du coup, ça a mis un peu en question Arisu. Et d'ailleurs, il expliquait qu'aussi, comme dans une équipe, quand t'es le leader, il faut toujours faire avec les émotions de ces gens-là et jamais imposer ses choix par force. Ce qui est très intéressant aussi comme développement, et c'est aussi pour ça que l'équipe de Kyoto au début l'emporte assez facilement en fait, parce que on sent qu'ils n'ont pas peur de mourir, on sent qu'ils sont préparés, on sent qu'ils sont dedans tout simplement, quoi, que c'est leur monde et qu'ils l'ont choisi de leur plein gré, quoi. Donc une fois qu'ils ont eu leur victoire, ils font d'autres jeux par la suite et l'équipe se disperse d'ailleurs. Alors on revient à mon personnage favori, Shishiya, parce qu'au début il est très bizarre et tout ça. Et dans cette deuxième partie, quand il fait un jeu avec un certain... alors c'est aussi un cadre du jeu qui est d'ailleurs avec Mirakano à la fin de la saison 1, qui apprend que du coup c'est un ancien avocat ou juge, je sais plus, dans le monde réel, et qui veut toujours juger les gens avec équité. La réponse à cette question qu'il cherchait au fond de lui-même, c'est comment on choisit les gens qui méritent le plus de vie que d'autres, lorsqu'on doit faire un choix. Et ça c'est quelque chose d'assez intéressant franchement, parce que du coup son jeu se base entièrement là-dessus. Alors ils ont une espèce de bol d'acide sur leur tête là, et lorsque leur point arrive à -10, je crois, si je dis pas de conneries, bah, du coup l'acide se déverse et ils crèvent. Et du coup il choisit au bout d'un moment, Shishiya lui oblige entre guillemets à choisir entre sa vie et la sienne. Il lui dit voilà, t'as le droit de vie et de mort sans ma vie. Choisis qu'est-ce qui est le plus important entre ta vie et la mienne, ou enfin surtout est-ce que ma vie vaut plus qu'un autre, etc. Et contre toute attente, ouais, il décide de du coup se bourrir avec la joie et tout, hein. Il dit c'est un passage très émouvant et très très fort. D'ailleurs, c'est la première fois que Shishuya a dit bah, finalement je me sens vaincu. Alors qu'il a gagné le jeu, mais il l'a perdu, on va dire, moralement, quoi, dans un sens. Parce que c'est voilà, lui qui a choisi, son adversaire qui a choisi sa mort, qui a choisi de vivre selon ses principes. Et c'est aussi beaucoup ça que j'aime dans Alice in Borderland, c'est que les personnages se remettent entièrement en question, il y a beaucoup de développement personnel. C'est pas juste des jeux et du drama pour faire des jeux et du drama, quoi, comme dans Squid Game. Non, là, c'est vraiment, il y a un sens très profond derrière, en fait. Et chaque personnage trouvera la réponse aux questions qui se posent, en fait. Il y a même un moment où Shishiya, Arisu et je sais plus comment il s'appelle, le Clodo qui a plus ou moins violé Izanagi dans le jeu sur le port, qui vont carrément, enfin surtout le clochard décide de se faire un jeu entre eux du coup et se tuer entre eux. Et j'étais étonné qu'Arisu l'accepte et que Shishiya aussi. Ça prouve qu'ils ont bien évolué, quoi, qu'ils comprennent un peu mieux la valeur de la vie. C'est surtout ça en fait qu'on nous apprend dans cette saison 2, la valeur d'une vie, quoi. Qu'est-ce que ça vaut par rapport aux autres. Et du coup, quand ils arrivent aussi à battre le King à la fin, tous ensemble quasiment, et que d'ailleurs que le King a presque buté tout le monde. Moi je pensais que tout le monde était crevé, ils sont à la limite de la mort quasiment tous. Mais ils réussissent à le buter, surtout avec l'aide d'Uzanagi et de Arisu. Ils arrivent à le battre, et il reste du coup plus qu'une seule personne à abattre, qui est la reine. Autrement dit, Mirakano. Et c'est là où je vais en venir dans cette vidéo, surtout ce passage-là, c'est le tout dernier épisode. Oui, car dans la saison 1, il y a 8 épisodes, et dans la saison 2, pareil, qui font à peu près entre 40 minutes et 1 heure selon les épisodes. Et comment vous dire que ce 8e épisode de saison 2, il m'a littéralement retourné la tête. J'en pouvais plus, j'étais complètement fou, que ce soit en termes de musique, de mise en scène, de ce que ça raconte, des révélations et tout ça. Parce qu'au début, la reine, elle se montre très joyeuse, très contente, comme si rien ne s'était passé, quoi, comme si c'était un petit jeu en mode Alice au Pays des Merveilles, quoi. D'où le nom d'ailleurs. D'ailleurs, elle est d'une beauté, l'actrice, purée, waouh. Elle porte vraiment son nom de reine, hein, dans tous les sens du terme. Et du coup, pour ce dernier jeu, qui est d'ailleurs très chelou comparé aux autres, elle ne sort qu'une seule règle, tu ne dois pas abandonner. Tu dois faire les 3 parties d'affilée de Choqué, ou je sais pas comment ça s'appelle, c'est un jeu canadien si je dis pas de conneries. Ça ressemble un peu au golf en France, mais version à leur sauce, quoi.
Et du coup, même si tu perds ou tu gagnes, ça n'a pas d'importance, tout ce que tu dois faire, c'est pas abandonner. Donc on se dit, non, c'est bizarre quand même, c'est une épreuve finale, et puis c'est ça la règle du jeu, quoi. Après tout ce qu'ils ont traversé, tout ce qu'ils ont subi. Et c'est en fait, quand ils commencent leur deuxième partie et qu'ils boivent un thé avec la reine, que là, d'ailleurs la reine on gagne la première, Arisu gagne la deuxième, et c'est là où après la reine propose de boire un thé. Et c'est là où on comprend en fait pourquoi elle a donné cette règle-là, parce qu'en fait, contrairement au king qui lui était invincible, il fallait le buter physiquement, la reine, il faut la buter moralement et émotionnellement. Ce qui est très différent de tous les autres jeux qu'ils ont fait en fait. Enfin très différent chez Shia avec l'avocat, c'était un peu ça aussi, mais voilà bref. Et du coup, je sais pas si c'est le thé qui fait cet effet-là, bah, au bout d'un moment, la reine a réussi à lui faire croire que du coup il est pas dans ce jeu-là, que tout se passe dans sa tête et qu'il est dans une sorte d'hôpital et que ses amis l'ont. Parce que c'est lui qui a entre guillemets tué ses amis lorsqu'ils se sont fait percuter par une voiture. Et ça au début on croyait que c'était ça, on se dit putain c'est vraiment ça et tout. Parce qu'en fait je t'explique que la reine elle va donner plusieurs explications, à chaque fois elle dira je rigole. Ça aussi ça m'énervait, je fais putain ça faut oser le faire quand même, hein, surtout pour l'épisode final. Et la reine du coup va dire au début qu'ils vivent que ce sont des androïdes, qui vivent d'ailleurs on aura une petite image d'eux en plus, qui est à force d'avoir la vie éternelle, qu'ils ont développé tout en bien en technologie et tout ça, bah, ils sont lassés et que du coup pour retrouver un peu le goût de la vie, bah, ils ont lancé ce jeu de survie, etc. Ah, quand j'ai vu cette révélation, en plus ils montrent des images et tout, je fais putain c'est trop choquant et tout, enfin c'est énorme, c'est complètement fou, je fais. Ah, ce qui au début allait sous-entendre que ça se passe 1000 ans plus tard après l'horreur et tout ça. Et après elle apporte encore une autre explication et encore une autre, et à chaque fois elle dit je plaisante, je plaisante, je plaisante, ce qui fait qu'au début elle nous prend complètement au dépourvu et on se dit du coup est-ce qu'elle laisse le choix au lecteur de choisir qu'est-ce qui est vraiment la vérité ou pas dans ce jeu-là. Ou est-ce qu'on doit choisir nous-mêmes la vérité? Mais au final, elle nous apporterait une réponse quand même, parce que ouais, j'en reviens du coup à l'histoire, la dernière qu'elle a racontée sur le fait que celle qui a tué, enfin que c'est Arisu qui a tué ses amis entre guillemets, lorsqu'ils traversaient une route et qu'ils se sont fait percuter par une voiture. Donc du coup, Arisu il croit ça, et du coup elle essaie de la briser psychologiquement comme ça. Mais heureusement, Uzanagi est là pour lui rappeler que bon, c'est un peu sa go et tout ça. Oui, parce qu'au moment dans la série, ils finissent par s'embrasser, ça c'est pas étonnant, et ils développent une vraie relation amoureuse. Et quand même, ça aussi c'est un passage très fort, très marquant qui m'a complètement donné envie de faire cette vidéo en fait. Le meilleur passage de la série pour moi quand Uzanagi se coupe les veines devant Arisu. Parce que d'ailleurs pendant ces passages-là, on sait pas qu'est-ce qui est le réel, qu'est-ce qui est la réalité, on est complètement perdu, c'est qu'à le dire, ça brise le quatrième mur. Elle se coupe les veines devant lui pour le faire réveiller, quoi, pour lui dire non t'es pas dans le vrai truc, à dire des conneries, à te manipuler tout ça. Et à un moment la reine lui force à abandonner, elle lui dit ah va se cacher et puis dis-moi j'abandonne quoi. Et Arisu était prêt à le faire, et il était trop dans le remords, il disait ouais tu mérites pas de vivre et tout. Et en fait bah si du coup c'est ce passage-là qui était trop émouvant et trop ému, ça m'a carrément fait pleurer, je l'avoue complètement, j'ai pas honte de le dire. Et du coup, Arisu commence à se réveiller et puis il dit on a une troisième partie à faire, j'abandonnerai plus jamais, etc. Et du coup, quand il retourne dans le jeu, déjà on s'aperçoit que c'était une illusion avec la reine a essayé de le bluffer. Est-ce que le thé était empoisonné ou pas, on sait pas du coup, est-ce que je pense que c'est ça qui a fait qu'ils sont tombés dans un autre truc. Et ils ont réussi à faire pleurer la reine quand même. C'est là où ils l'ont fait craquer émotionnellement, parce que la reine s'attendait pas à ce que Arisu fasse ça, quoi. Et Arisu Uzanagi, quoi, que leur amour soit si fort que ça. Et c'est ça qui est très très beau dans ce message, c'est qu'en fait, ça laisse sous-entendre que l'amour est plus fort que tout, et c'est complètement vrai, je suis toujours adepte de ce principe-là. Et c'est qu'elle le dire, ils ont battu la reine avec littéralement l'amour, quoi. Et c'est pour ça que ça l'a fait pleurer d'ailleurs, parce qu'elle se dit purée, j'ai essayé de briser le mec de toutes les manières possibles et imaginables, et il a tenu bon malgré tout, quoi. L'amour était plus fort que tout. C'est très cliché, mais là ça prend vraiment tout son sens et c'est vraiment très 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 fort dans ce moment-là, quoi, vraiment.
Donc du coup, ils reviennent faire leur troisième partie dans le jeu. Où cette fois, et pour la première fois, Arisu perd. Mais étrangement, on sent pas qu'il a perdu parce qu'en fait, il a gagné moralement en fait envers la reine. C'est un peu comme dans Shishiya avec l'avocat en fait. Même si c'est Shishiya qui a gagné, il a perdu moralement la partie. Et là, c'est pareil. Et c'est ça qui est très très beau du coup, c'est que pour le dernier jeu, il perd, mais il gagne moralement dans un sens. Et ça, c'est vachement beau. Et du coup, il y a la reine à la fin qui lui dit bah, bravo, félicitations, t'as été jusqu'au bout de tout ça. D'ailleurs, je pensais vraiment qu'à la fin, Uzanagi allait mourir et que ça allait servir de moteur à Arisu pour terminer le jeu et tout ça. Bon, finalement, il n'en est rien parce que bon, je dis quand même, il y a eu assez de morts comme ça. Épargner au moins ce joli couple, quoi. N'empêche, elle est forte, hein, elle s'est fait couper un peu les jambes et tout ça, et même les veines, et elle est encore en vie malgré tout ça. D'ailleurs, oui, il y a tous ceux qui sont en bas de la tour parce que ça se passe au sommet d'une tour, cette finale. Et il y a tout le monde qui regarde. Du coup, si le dirigeable de la reine a tombé, parce que dans cette deuxième saison, du coup, que ce soit les dirigeables de Valley, King et tout ça, et ben, ils ont tous il y a tous un dirigeable où il y a les jeux. Et quand un dirigeable se crache et le drapeau brûle, ça veut dire que du coup, ils ont battu l'épreuve. Et c'était le dernier qui restait. Tout le monde regarde en mode Arisu, t'es le dernier espoir, vas-y, fonce. Hein. Et une fois du coup ce dernier jeu terminé, c'est là où elle lui révèle toute la vérité. Et d'ailleurs, c'est choquant parce qu'elle se prend le laser aussi à la fin. Alors du coup, est-ce que c'était vraiment elle l'organisatrice et qu'elle était même prête à se prendre le laser et à jouer le jeu à 100%? Ou est-ce que, un peu comme dans Ruinine dans Squid Game, ou est-ce que il y a une entité supérieure qui contrôle tout ça derrière? Oui, parce qu'à un moment aussi, c'est un passage qui n'a pas été résolu d'ailleurs, quand ils parlent, quand ils font le thé. Et ben, on voit une caméra derrière la reine. Alors est-ce que c'est des gens supérieurs qui dirigent tout ça ou est-ce que c'est vraiment la reine qui a tout organisé elle-même? Ça on ne le saura jamais. Mais toujours est-il que du coup après leur victoire, la reine leur dit que leur vrai monde existe encore et tout ça. Et que du coup ils ont le choix de retourner entre leur vrai monde ou devenir citoyens de ce monde-là. Du coup, je crois qu'il y en a deux d'un jeu avec les portes là, qui choisissent de rester dans ce monde-là, et tout le reste décide de retourner dans la vie réelle. Et au bon moment, parce qu'ils étaient quasiment tous sur le point de crever, hein, parce que le King a fait un sacré ravage. Et du coup, ils sont retournés dans le monde réel, mais il y a une météorite qui les a frappés, et du coup, ils ont eu les mêmes dégâts que dans le jeu en fait. Par exemple, voilà, Uzanagi a toujours ses blessures aux jambes. Qu'est-ce que je pourrais citer comme exemple Enfin bref, ils ont les mêmes blessures, donc ça c'est déjà très perturbant. On se demande, c'est quoi ce bordel quoi. Et ils disent qu'ils étaient tous restés inconscients de Mélite du coup, mais ils ont tous le souvenir des jeux et tout ça. Donc on se dit, du coup, que c'est assez chelou quoi, est-ce que ça s'est passé dans leur subconscient? Est-ce qu'il y a vraiment une entité supérieure qui a dirigé tout ça derrière? On sait pas trop en fait, ça nous laisse un peu dans le flou et ça nous laisse le choix de la réponse. Et comme ils le disent la reine et les autres, c'est pas la réponse qui importe peu, en vrai c'est les réponses qu'on cherche au fond de soi, qu'est-ce qu'on est soi-même et qu'est-ce qu'on désire réellement en fait. Et en tout cas, Uzanagi quoi, elle sa réponse c'était vraiment c'était Arisu en fait, c'était l'amour qu'elle recherchait, qu'elle a jamais eu, et Arisu c'est un peu pareil quoi, c'est aussi sa réponse. Et d'ailleurs on voit une petite scène avec ses amis qui lui dit qui reprennent en gros pourquoi on s'est sacrifié tout ça, voilà, et son ami lui dit bah c'est clairement pour que tu vives à fond ta vie, pas pour que tu la gâches une nouvelle fois, etc. Et là, on les revoit à l'hôpital tous, qui reprennent du coup chacun leur vie en main, et du coup, on se doute qu'ils vont former un couple, Arisu et Uzanagi, et qu'ils vont vivre leur vie comme ça. Voilà, voilà, c'est un peu le long résumé de cette série. Et encore, j'ai oublié plein de passages, hein, je voulais pas tout faire parce que la vidéo va être très très assez longue. Mais je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que la fin m'a énormément ému et marqué. C'était un truc de dingue, franchement, c'est à vivre. Vraiment à vivre. Donc les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!